Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Rendez-vous du Futur, une émission très particulière, très spéciale. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle a lieu pendant notre deuxième festival du Rendez-vous du Futur. Très spécial également parce que ce deuxième festival du Rendez-vous du Futur a lieu pendant la semaine du Social Good, la Social Good Week. Et très spécial aussi parce que je n'ai pas un acolyte, mais deux acolytes cette fois-ci. Vous connaissez Charles-Antoine Berthonneau, qui est l'animateur du First, et qui s'est dit, tiens, je vais venir. Et nous, on s'est dit, tiens, il va venir. Et voici Nils Osmanov, qui s'était un peu éloigné de moi, qui est sur le côté. Et Nils Osmanov, que vous connaissez bien sûr, le président du Cube, qui est là parfois pour relever mon niveau. Très spécial également parce que très heureux d'accueillir Ismaël Lemouel. Ismaël, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ismaël Lemouel, le Papa France, je vais droit au but, je caricature, je prends pas de fioriture, le Papa France de la Social Good Week, donc du Social Good. Le Papa France également de Hello Asso, enfin le co-papa tout court. Il y a une maman en fait. C'est un vrai co d'ailleurs, Ismaël. C'est un vrai co. C'est le cofondateur de la Social Good Week, le cofondateur d'Hello Asso. C'est le copain des Rendez-vous du Futur. Parce que c'est pas la première fois évidemment que vous êtes parmi nous. Vous étiez d'ailleurs vous êtes celui qui avait le droit d'être dans les deux festivals. Vous étiez là au premier festival, dans un joli dialogue avec Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique. Où on a beaucoup parlé de clivage numérique notamment. Et là, vous êtes l'invité de ce deuxième festival. Alors, c'est un festival un peu particulier parce que là, donc, nous sommes à la fin de ce festival. Et nous sommes à mi-chemin de cette Social Good Week. On est un peu à la moitié. Donc, tracer les lignes d'un bilan, c'est un petit peu raide. Mais comment ça se passe, la Social Good Week, cette année ? D'abord, ça se passera très bien. Comme chaque année, la vitalité de l'écosystème du web social et solidaire ne se dément pas. Il y a d'une part eu un lancement qui a été, je crois, très très partagé sur les réseaux, plusieurs dizaines de milliers de vues pour ce lancement. Et puis surtout, une vitalité avec plus de 80 événements qui ont lieu pendant la semaine. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'action de Triple C et JD Carré sur cette semaine qui sont donc partenaires et nous aident à la couvrir sur l'ensemble de ces événements. Et également pour saluer l'action du Cube qui là aussi a une nouvelle fois relevé le gant et fait encore plus fort pour cette Social Good Week. Donc on voit que l'écosystème grandit et c'est une très bonne chose. Après, ce qu'on constate aussi, et c'est le message qu'on a porté et qu'on porte au long de toute cette semaine, c'est qu'au-delà du dynamisme de cet écosystème, on voit aussi qu'il y a en France, mais même plus largement un petit peu partout dans le monde, une montée des divisions et des protectionnismes. On l'a vu avec le Brexit, on l'a vu plus récemment avec l'élection de Donald Trump. Et donc, de plus en plus, cette question du web social et solidaire se pose de façon de plus en plus criante parce qu'on voit bien qu'il y a, comme l'a dit la ministre Najat Vallaud-Belkacem en ouverture, à la fois un bon et un mauvais web et que pour l'instant, le mauvais web, le troll, est en train de gagner tout simplement. Et donc, l'importance du mouvement et d'une accélération de ce mouvement est de plus en plus prégnante. Vous allez même plus loin parce que vous êtes le co-signataire d'une tribune publiée dans Mediapart cette semaine. Je vous encourage vivement à aller voir. Allez sur le site de l'OASO, allez sur le site de Mediapart, dans les blogs Mediapart, vous verrez cette tribune. Pour schématiser, en gros, pour vous, le numérique n'est pas neutre du tout. Alors on en a parlé également dans ce festival avec différents intervenants. Je pense à Dominique Cardon. Je pense également aux copilotes de Datalogy, Olaf Avenatti et Pierre-Antoine Chardel. La technologie n'est pas neutre, le numérique n'est pas neutre, l'Internet n'est pas neutre. Exactement. C'est tout à fait ce qu'on cherche à développer cette année. C'est cette idée que non, on parle beaucoup de la neutralité du net, mais non, l'Internet n'est pas neutre. Il a aujourd'hui un programme économique extrêmement important. Et c'est d'ailleurs assez troublant de voir qu'il y a eu à ses débuts, au début du web, le développement d'actions comme Wikipédia, par exemple, qui est toujours un des premiers sites mondiaux. Mais depuis, des initiatives de co-construction participative, il n'y en a pas tant que ça qui ont émergé sur le plan mondial. Et donc, bien, il est urgent, là encore, de faire en sorte que la part sociale du web, social au sens sociétal quelque part de la chose, eh bien, prenne son envol et devienne le sujet principal. En gros, ce qu'on cherche à dire, finalement, c'est que le progrès technologique dont on parle énormément dans ces rendez-vous du futur, aujourd'hui, pour nous, il crée finalement un genre de fossé. Il y a d'un côté toute cette nouvelle économie dont on parle tant, qui donne
l'hôtel moins cher, le taxi moins cher, la consommation à grande vitesse. Et puis, de l'autre côté, toute cette population qui subit finalement la nouvelle technologie, qui voit ses emplois qui vont être remplacés par des robots. Et donc, il y a un fossé qui se crée de plus en plus fort. Et ce fossé, il ne fait qu'attiser les divisions. Donc, si on fait un raccourci, ce progrès technologique, pour l'instant, attise les divisions, d'où l'importance de remettre l'humain au centre et de faire en sorte que le social soit la valeur principale sur le net. Nils. Alors Ismaël, tout d'abord, je vais vous dire un très grand merci d'être ici. On est vraiment très heureux de participer à cette Social Good Week. C'est un très bel événement. Et puis je voudrais signaler aussi que vous avez contribué à la revue du Cube. Nous avons fait donc le lancement du numéro avant-hier. Et voilà, donc je suis aussi très très heureux que vous ayez accepté d'y être. Merci avec Léa Thomasin. Vous avez co-signé, donc c'est le manifeste qui est dans la revue. Alors, vous dites dans toute la France, nous, acteurs de l'innovation citoyenne et du web social et solidaire, nous nous réunissons et montrons que des solutions existent et sont à l'œuvre face aux défis d'aujourd'hui. Donc vous faites vraiment un travail de fond, de mettre en lumière toute cette dynamique sociale créative. Je vais vraiment poser la question pied dans le plat, si je puis dire. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement de toute cette valorisation, de ce coup de projecteur, au-delà, je dirais, de prise de conscience, et pour être encore un peu plus radical, je dirais, de votre point d'observation, concrètement, qui s'en empare, qui regarde sans plus et qui n'en veut pas? Alors, c'est difficile de dire ce qu'on en attend. Je pense que ce qui manque, il manque plusieurs choses aujourd'hui pour que vraiment ça décolle et que le web devienne réellement social. Pour moi, la première chose qu'il manque, c'est des success stories. Et c'est notamment une success story, on l'attend depuis très longtemps. Wikipédia en étude, mais dont l'impact reste quand même discutable par certains aspects, même s'il y a énormément de démocratisation de l'éducation grâce à Wikipédia. Mais il manque quand même, dans le domaine social, que ce soit sur le chômage, sur les réfugiés ou sur d'autres exemples, il manque un exemple de ce que nous on appelle maintenant les sirènes, donc un exemple d'une initiative qui aurait eu un impact mondial avec des milliards d'euros bénéficiaires de cette action. C'est ça pas qui euros, mais heureux. Exactement. Et donc, ce qu'on cherche à faire à travers la Social Week, c'est ça, c'est à mettre en lumière l'ensemble des initiatives pour participer au fait qu'il y ait une de ces sirènes qui émerge. Ça, c'est le premier point. Et puis, le second, qui est peut-être encore plus important, c'est justement d'essayer de comprendre. Et donc, c'est pas forcément dans la prise de conscience, c'est vraiment dans la compréhension de cet écosystème, de comprendre qu'est-ce qui bloque. Pour moi, c'est ça, et ça répond un petit peu à votre question de qui n'en veut pas. Je pense que la conclusion à laquelle on arrive cette année, c'est que ce qui bloque, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, et je crois que ça a été largement évoqué aujourd'hui pendant ce festival des Rendez-vous du Futur, on voit que finalement le numérique est arrivé très très rapidement dans nos vies et toute la partie éducation au numérique pour l'instant est quasiment absente des différents programmes éducatifs qui existent et même dans l'imaginaire collectif on se dit que les digital natives connaissent tout du numérique et qu'il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Évidemment c'est faux et donc il est là aussi extrêmement important d'insister sur ce point et qu'il y ait pour le coup une prise de conscience de l'importance de cette éducation. Ça c'est l'autre point sur lequel j'aimerais bien insister, c'est que quelque part le numérique, c'est un peu, aujourd'hui, à mon sens, c'est un peu comme le Far West. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu tout et n'importe quoi, tout le monde tire dans tous les sens. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir les pages Facebook d'hommes politiques, c'est juste extrêmement impressionnant de violence. C'est-à-dire que vous allez sur une page et vous voyez des centaines de personnes qui commentent, qui insultent, c'est d'une violence sans nom. Et je trouve que c'est extrêmement représentatif de ce qui se passe sur le web aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, c'est le Far West et tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Je pense qu'il y a là aussi un travail d'éducation et probablement de réglementation, entre guillemets, qui doit être à l'œuvre pour qu'on sorte de ça, parce que c'est ça qui crée cette montée des divisions et des protectionnismes. Quand on voit la victoire de Donald Trump, elle se fait quand même en partie sur le fait qu'il y a plein d'informations fausses qui sont sorties sur les différents réseaux, qui ont été prises pour des informations vraies et qui du coup ont un peu retourné la tête des gens. Donc là, le numérique augmente ce fossé et pour le réduire, il y a malheureusement ou heureusement quelque part que l'éducation, et je pense qu'il est urgent qu'on s'en rende compte. Mais alors il est urgent effectivement, et on a entendu effectivement à la soirée de lancement de la Social Good Week
la ministre de l'Éducation, qui en parlait, qui disait aussi qu'il était urgent d'avoir une éducation vraiment au numérique. Mais qu'est-ce qu'on attend en gros? C'est une question où je sais que vous n'avez pas la réponse. Donc. Alors, c'est rentré au programme. C'est au programme. Elle disait que c'était rentré au programme. Il commençait à y avoir des cours de code dans les programmes. Justement, je pense que effectivement c'est la question. C'est qu'est-ce qu'on attend? Et je pense que, et d'ailleurs il y avait au lancement également le mouvement Ma Voix qui est très représentatif de ça, c'est qu'on a toujours tendance à attendre qu'il y ait quelqu'un qui résolve le problème. Ah oui, ce serait la ministre de l'Éducation qui devrait résoudre ce problème. Non, elle peut pas le résoudre toute seule. Quand bien même, et sa présence illustre, elle en a conscience, elle ne peut pas le résoudre toute seule. Je pense que ce problème-là, et c'est justement toute la difficulté, c'est le problème de tout le monde. C'est si vous avez un copain qui est prof et qui n'a pas compris ça, il faut lui expliquer. Il faut que chacun s'empare de cette chose-là. Je pense que c'est vrai d'ailleurs. C'est un peu la difficulté, c'est que ça va prendre du temps. Et c'est là qu'est le danger. C'est que Gramsci disait le vieux monde se meurt, le jeune monde tarde à apparaître. Et c'est dans ce clair-obscur que les monstres apparaissent. On en est là. Et du coup, c'est là qu'est l'urgence. C'est le fait que chacun d'entre nous prenne son bâton de pèlerin et répète et réexplique ça. Parce que ça ne va pas venir d'en haut. Et puis, pour continuer là-dessus, on a beaucoup parlé d'éducation. Je pense qu'il y a un deuxième sujet qui a été un peu moins abordé, mais qui est tout aussi important. C'est que s'il y a bien un acteur qui est capable de démultiplier tout ça, c'est les médias. Et le silence des médias sur le sujet est quand même relativement ahurissant, à mon sens. C'est-à-dire que, et là aussi c'était le sens de notre tribune dans Mediapart, vous avez une célébration continuelle de l'ensemble des licornes et des différents acteurs qui ont un succès économique fou. Et puis à côté, tout le monde s'en fiche d'acteurs plus sirènes qui cherchent à résoudre des problèmes sociaux. C'est quand même, à mon sens, un des problèmes majeurs là aussi qui nous empêche de faire société, c'est que le récit médiatique qui est fait aujourd'hui repose sur la peur et sur la division, et tant qu'on ne change pas ça, ça sera compliqué d'éduquer. Mais il est fait aussi par des gens qui ne comprennent pas forcément le monde dans lequel ils évoluent désormais. Exactement, et c'est toujours le même fossé dont on parle, et là aussi, malheureusement ou heureusement, je pense que la solution ne viendra pas non plus d'en haut, et que c'est à chacun d'entre nous, quand on connaît un journaliste, de lui expliquer, d'essayer de faire prendre conscience à chacun de ces acteurs-là que c'est la fameuse légende du colibri, que chacun peut avoir son impact et que c'est malheureusement la seule solution. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure en disant on a un manque aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de licorne dans ce domaine. Et en même temps, alors ça sonne un peu comme une défaite, et moi ce que je me dis, c'est que en réalité, est-ce que c'est la bonne idée? Parce que les licornes, c'est aussi ce qui incarne d'une certaine manière un monde qui est celui de l'ancien monde, qui est amplifié par le numérique, plus que le nouveau monde. Enfin, vous me corrigerez si vous n'êtes pas d'accord. Et moi, mon sentiment, c'est que plus que des licornes, je trouve que les sirènes, c'est vachement bien. Ça montre bien que les choses se passent au niveau local, dans la proximité, qu'elles se mettent en rhizome, qu'elles se maillent, et que c'est finalement ce monde en émergence qui est en train d'arriver. Mais peut-être que la question, c'est plus qu'une question économique, j'allais dire, c'est une question justement de récit. Quel est le récit qu'on vient mettre là-dessus? Et est-ce que le trouble ne vient pas du fait, plus que la question, c'est d'arriver à inventer des nouvelles structures de récit? Est-ce que c'est pas ça le problème? Si, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est d'ailleurs ce qu'on vit au quotidien chez l'OASO, et on pourrait en parler. Je suis pas certain d'ailleurs que la sirène soit forcément exactement la bonne image. La bonne image, peut-être qui collerait plus finalement à ce qui est en train de se passer, c'est de dire que vous avez d'un côté des baleines qui sont justement les Airbnb, Uber et consorts, et puis de l'autre côté, ce qu'on est en train d'essayer de construire, c'est des bancs de poissons. Et un banc de poissons peut être beaucoup plus grand qu'une baleine. On est bien d'accord. Néanmoins, la question de l'organisation de ce banc de poissons est centrale et pour l'instant n'est pas complètement résolue sur les dynamiques qui sont à l'œuvre. On le voit là aussi avec le mouvement Ma Voix, où c'est à la fois une initiative formidable et qui cherche à faire ce mouvement totalement horizontal, ce qui pose un certain nombre de difficultés d'organisation. Et en théorie, le numérique permet ça, c'est-à-dire que le numérique permet de s'organiser dans une organisation tout à fait horizontale. Ça reste pour l'instant la théorie, et il n'y a pas, à ma connaissance, de système technologique. Il y a la blockchain, évidemment, mais qui permet au niveau d'une coopérative ou d'une association de s'organiser de façon massive. Et c'est ça, à mon sens, qui manque encore dans l'écosystème en termes d'outillage, qui va permettre de passer à l'échelle. Charlie, une question. Oui, est-ce que
Je pense en fait à la question de l'inclusion numérique. Est-ce que ça serait un moyen d'éduquer une nouvelle partie de la société à ces questions, ou alors est-ce que c'est juste une utopie? Alors on essaye de faire des choses dans ce domaine-là, notamment avec des démarches, des Emmaüs Connect et d'autres. Est-ce que ça peut aller dans ce sens-là aussi, d'éduquer? Alors oui, je pense que évidemment c'est un sujet extrêmement important et que ça participe à réduire ce fossé. Néanmoins, je ne suis pas sûr que ça soit suffisant. C'est-à-dire que vous avez plein de gens connectés et qui pourtant sont déconnectés entre guillemets de cette réalité-là et qui ne voient même pas qu'il existe un fossé. Et donc je pense que c'est extrêmement... en fait, ce que je visualise de plus en plus, c'est qu'il y a une sorte de bulle où vous avez tous les acteurs de la French Tech qui sont persuadés finalement d'incarner le progrès technologique et humain et qui en pratique sont en train de créer juste une division monstrueuse dans notre société. Et tant que cette bulle n'explose pas... Et elle n'est pas conscientisée par les médias. Exactement, parce qu'ils y participent. Oui, totalement. Alors, si je reprends les mots que vous avez dit, on est dans un clair-obscur, le mauvais web est en train de gagner, vous citiez la ministre, donc on est dans une tension forte, on va dire. Et une fois de plus, qu'on comprend bien, les gens entendent tous aux informations que les robots sont en train de les remplacer dans le travail ou que ça va arriver très vite. Même dans le numérique, vous avez vu aux dernières nouvelles, 80% des métiers du numérique vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Donc personne n'est à l'abri. Même ceux qui se croient à l'abri ne sont pas à l'abri. Est-ce que votre sentiment, est-ce que ça peut aller vers une crise de type rupture? Jacques Attali disait que lui était assez pessimiste et qu'il pensait qu'on évolue, on ne progresse que par révolution, mais dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'on coupe des têtes. Est-ce que c'est à ce point-là, ou est-ce que néanmoins vous pensez que la mobilisation des acteurs, et notamment au travers d'actions comme la Social Good Week, mais dans le monde entier, je dirais pour le coup, est-ce que vous pensez que ça peut se passer en douceur quand même? Enfin, comment vous voyez l'horizon? Alors, je partage le constat, c'est-à-dire que je pense que si tout le mouvement du bon web, entre guillemets, ne prend pas son essor, on ira vers des révolutions et vers des ruptures violentes. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire et c'est malheureusement ce qui semble être en train de se passer. J'étais le lendemain de l'élection de Donald Trump, c'était un hasard, un call, c'était le premier call du matin de Aaron Cherinian, qui est le papa du social good pour le coup au niveau mondial. Et je peux vous dire que j'ai bien perçu dans l'échange qu'on a pu avoir que c'est pas que le combat était perdu, mais c'est juste que c'était quand même en train de s'accélérer et qu'il était temps de trouver des solutions de rupture là aussi pour le social good qui permettent de passer à l'échelle, parce que la bataille est en train d'être perdue. Et je pense que c'est pas que c'est un constat d'échec. Faute de combattants, ou parce que l'ennemi est trop fort, ou ça va trop vite? Je pense que c'est ni faute de combattants, parce qu'on voit bien qu'il y a une multitude d'acteurs qui sont motivés et qui se mobilisent pour l'écosystème du web social et solidaire, et vous en faites d'ailleurs partie. Je pense pas non plus que ce soit une faute d'analyse, parce que l'analyse elle est partagée depuis assez longtemps. Je pense que c'est un problème d'écosystème, c'est-à-dire qu'en fait, la force de l'écosystème de la French Tech au niveau français ou de cette technologie au niveau mondial, c'est que le problème principal, c'est qu'il est extrêmement fermé et que, quoi qu'on en dise, on n'y rentre pas. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs qui sont autour de cette table ou qui ont pu participer aux différents événements de la Social Good Week, globalement, ne sont pas reconnus dans la French Tech, quand bien même ils ont un impact important dans la technologie. Et donc, le fait qu'il y ait cette fermeture, ce repli sur soi, quelque part, de l'écosystème French Tech, c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à modifier le cours de l'histoire. C'est flippant, parce qu'il y a un an, il y avait la Social Good Week, et il y a un an, je me souviens très bien d'une émission où vous étiez, ça fait 3 fois que vous venez, une émission où vous étiez là, avec Benoît Thiolin, et en gros, vous disiez, on veut que les assos soient reconnus par la French Tech. C'était ça votre appel l'an passé? C'était presque acquis d'ailleurs, si je me rappelle bien. À ce moment-là, il y avait une ouverture, j'ai l'impression. Donc on en est où là? Il y a une ouverture, mais l'ouverture, elle est d'ailleurs en train de se faire d'un point de vue législatif. Là, ça avance là-dessus. La BPI est en train d'ouvrir ses critères aux associations, à commencer par le concours d'innovation numérique, qui est un peu le porte-étendard de la BPI, qui maintenant est ouvert aux associations. Donc ça avance, mais il y a une chose qui est de modifier les critères législatifs,
on va dire, il y a une autre chose qui est de modifier la forme de pensée. Et aujourd'hui, la forme de pensée, que ce soit de la BPI ou de l'écosystème French Tech, n'est pas associative du tout. Et ça, pour le changer, malheureusement, j'ai pas encore la solution. Et vous avez l'impression vous avez l'impression qu'on va plutôt vers du mieux sur un plan politique ou plutôt du pire? Comment vous voyez ça? Est-ce qu'on est plutôt dans un repli ou une avancée possible? Les 6 prochains mois nous le diront. Ça, je suis pas devin sur ce point-là, mais je crois que il est extrêmement important de soutenir les exemples qui marchent. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Je vais vous en citer 2, et c'est pour ça qu'on a cherché à les mettre en valeur pour cette année. Il y en a un qui s'appelle Bob Emploi, qui est le site porté par Base Impact, avec une pure culture start-up, et donc ils ont une traction qui est quand même assez impressionnante. Ils ont ouvert il y a 7 jours, ils ont 70 000 utilisateurs, c'est quand même assez rare dans le social good. Et puis, il y a ce deuxième exemple, pardon Éloi, de Label Emmaüs, qui vient d'une très grosse association avec du coup un impact technologique. Je crois que si les associations n'ont pas réussi à rentrer dans la French Tech, il y a une autre façon de faire, c'est que les grandes associations se saisissent du numérique. Ça, c'est peut-être ce qui est en train d'arriver, et ça serait une extrêmement bonne nouvelle. Label Emmaüs, effectivement, c'est du coup un très bon signal envoyé aussi aux autres ONG, aux autres très grosses associations. Et Bob Emploi, juste pour en quelques mots, c'est une appli d'accompagnement pour les personnes en recherche d'emploi. Là, comme ça a l'air très simple, mais allez voir l'appli, allez voir le site, et vous allez voir, oui, c'est simple, mais c'est justement ça qui est magique, c'est que c'est simple, et que derrière, ça permet d'accompagner aussi un climat de confiance avec soi-même. On se reconquiert. Et du coup, pour synthétiser, peut-être que ce qui est en train de se passer, et je le souhaite vraiment, c'est que si les associations n'arrivent pas à rentrer dans la French Tech, c'est que les acteurs technologiques arrivent à rentrer dans l'ESS, et ça pourrait accélérer diablement le mouvement. Juste un mot sur Hello Asso. Hello Asso, donc vous en êtes le cofondateur. Hello Asso, donc plateforme de crowdfunding pour les associations. Ça continue, il y a tout un tas de projets. Il y a eu la caravane Hello Asso cet été, il y a le campus Hello Asso qui est lancé depuis peu, avec la caravane cet été. On en est où d'Hello Asso? Alors, c'est marrant parce que ça me fait un peu connecter les ponts. C'est toujours ça qui est intéressant chez vous, au Cube et sur les rendez-vous du futur, c'est qu'en fait, quelque part, c'est ça qu'on fait chez Hello Asso, c'est de faire rentrer la technologie dans les assas et non pas l'inverse. Ce qui est en train de se passer chez Hello Asso, c'est que on cherche de plus en plus. Alors, on a d'abord une croissance qui est extrêmement impressionnante, puisque on est à un peu plus de 22 000 associations sur le site qui ont collecté un peu plus de 30 millions d'euros. Et ce qui est impressionnant, c'est que ces 30 millions d'euros, il y en a 15 qui ont été collectés dans les 12 derniers mois. Donc c'est littéralement exponentiel, et c'est vraiment la courbe en J telle qu'on l'a décrit en permanence dans les startups. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi est-ce qu'on constate cette courbe exponentielle et d'où elle vient? Elle vient de 2 choses. D'abord, du business model qui est, je le rappelle, au pourboire, c'est-à-dire qu'au moment de la transaction, on ne prend pas de commission et l'internaute peut laisser un pourboire volontaire à Hello Asso. Mais il vient aussi et peut-être surtout de l'accompagnement qui est mené auprès des associations, où on a déployé ces derniers mois, sur toute l'année 2016, tout un programme qui s'appelle la Hello Asso Academy et qui vise à permettre à n'importe quelle association en France de comprendre ce qu'est la mobilisation en ligne et ce qu'est la collecte en ligne. C'est pas un programme qui explique ce qu'est Hello Asso, j'insiste. C'est un programme qui essaye d'acculturer les associations au numérique et à les faire s'emparer de ce monde-là. Et on voit qu'il y a une vraie appétence de la part des associations sur le sujet. Et là aussi, c'est d'une part le principal facteur d'accélération d'Hello Asso, et du coup, peut-être une voie à explorer qui est, encore une fois, et du coup je dis un peu l'inverse de l'an dernier, mais c'est pas grave, c'est en itérant qu'on apprend. Peut-être qu'il ne faut pas essayer de faire rentrer les associations dans la French Tech, mais qu'il faut faire rentrer la French Tech dans les associations. Moi j'ai juste une question, parce que je vois qu'il y a très peu de temps, c'est ça? J'allais passer à la dernière question, que j'allais la confier à Charlie, mais je te présente Nils. Mais on aura quand même le temps de poser alors encore je vais 3 poser questions. parce qu'ils discutent. Hello Asso, ce serait pas une sirène? Une sirène potentielle? On y travaille, mais une sirène, il faut encore qu'on fasse un x4 ou un x5, on y sera à ce moment-là. Non, ma question, c'est la Social Good Week. Donc, est-ce que vous avez déjà, en fonction de la température d'aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà une idée de vers quoi s'oriente la prochaine?
Alors, très sincèrement, non, puisqu'on est complètement dans le flux de cette année, donc généralement, on n'a pas encore ce coup d'avance. Néanmoins, ce qui est très très clair, c'est que l'éducation ne va pas sortir de notre scope. Maintenant, je crois que c'est en train de devenir l'axe principal. Et c'est ça depuis toujours. Et que voilà, mais c'est ça depuis toujours, mais on l'avait pas forcément identifié. Et cette année, on l'a clairement identifié. Et c'est d'ailleurs, c'est pas anecdotique que la ministre de l'Éducation soit venue seulement cette année, c'est que on l'avait invitée les années précédentes aussi, quand bien même elle avait accueilli l'invitation de façon positive, elle n'avait pas forcément pu se déplacer. Le fait qu'elle se soit déplacée cette année, je pense, c'est assez représentatif du fait que nous aussi, quelque part, on a pris conscience du fait que c'était ça qui était important. Et il y a eu pas mal de ministres, c'est assez marrant. Alors, c'est pas que c'est crescendo, il n'y a pas de grade, mais entre secrétaire d'État au numérique, jeunesse et sport, ministre de l'Éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur cette année, c'est une grande année. Charlie, tu as le privilège de la toute dernière question, puisque tu es l'incruste de cette émission. Toi, l'animateur du First, je te laisse la dernière question et je crois que tu l'as piquée à quelqu'un en plus. Et oui, elle n'est pas de moi cette question, elle est de quelqu'un, Marianne Marion en fait, qui n'a pas pu se joindre à nous malheureusement aujourd'hui, mais elle avait préparé plusieurs questions, dont une pour vous Ismaël. Ça commence par une citation de Victor Hugo. Victor Hugo écrivait « Les mots sont les passants mystérieux de l'âme ». Une réaction. Après, il y a une question. Quel mot, quel essentiel auriez-vous envie de transmettre aujourd'hui, ou une devise qui vous porte, une citation que vous affectionnez particulièrement et que vous aimeriez partager? Alors, finalement, la question est plus simple qu'elle en a l'air. Effectivement, c'est assez simple, parce qu'il y en a une qui me trotte dans la tête depuis le début de la Social Ludwig que je n'ai pas encore partagée, donc c'est l'occasion. Wow. C'est ne t'attaque pas au système, démode-le. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation de Bernard Weber, qui est dans un texte un peu plus grand, qui explique que face à un système, il y a deux façons de faire. Il y a une façon qui est de prendre un turban rouge et de lutter contre le système, mais généralement ça ne marche pas très bien. Et puis il y a une autre façon de faire qui est de construire son édifice sur le côté, d'essayer de le faire progresser. Et puis finalement le système finit par s'intéresser à ce que vous faites. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais le fait que à la fois le président de la République, Google, Facebook, Microsoft et d'autres s'intéressent à ce mouvement-là est un signal faible, entre guillemets, qui montre qu'on va dans le bon sens et qu'il faut accélérer. Et je vous invite vraiment à lire cette fable, c'est une trentaine de lignes. Et je pense que c'est quelque chose qui invite vraiment à essayer. Ça se termine par le fait d'essayer de mettre tous ses rêves, ses rires et ses couleurs dans le projet en question. Et je crois que c'est assez représentatif de ce qu'on essaye de faire sur cette semaine. Et c'est une fable de qui? Bernard Weber. Werber. Oui, qui est venu au Cube, rendez-vous du futur. Un de nos tout premiers en 2010, me semble-t-il. Fin 2010. Merci beaucoup Ismaël. Merci à vous. C'était un grand plaisir de l'avoir à nouveau avec nous. Merci Nils. Merci Charlie. Merci à vous derrière votre écran. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité. On se retrouve évidemment immédiatement sur les réseaux. Le débat se prolonge, le débat continue en permanence, que ce soit sur le site du Digital Society Forum d'Orange, sur tous les sujets liés à la démocratie citoyenne, par exemple. En ce moment, allez sur le site du DSF, mais aussi sur le site des Rendez-vous du Futur. Le débat continue sur Facebook, sur Twitter. Bref, on garde le contact. Merci à nos partenaires, JD Carré, Triple C, Le Cube. Merci, à tout de suite.